Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence Avenir de l'Europe qui est dédiée aujourd'hui aux trajectoires budgétaires européennes dans le cadre des nouvelles règles budgétaires. Notre conférence va durer 50 minutes et ensuite elle sera suivie d'une séance de questions-réponses. Vous pouvez désormais poser vos questions dans le module en bas à droite. Je vais présenter cette webconférence avec mes collègues Sofia Tosi, Bonjour. Économiste Italie, et Marianne Picard, économiste France. On va aborder cette webconférence de trois points de vue, en trois blocs. Je vais présenter les nouvelles règles budgétaires et présenter un peu la logique et la rationalité de la réforme de cette règle. Ensuite, Marianne et Sofia vont parler des trajectoires des pays à dette élevée. On s'est concentré véritablement sur 4 pays. Et ensuite, sur les trajectoires budgétaires de ces pays, on va aussi faire des stress tests. Donc, voir quelle est leur sensibilité à des chocs à la fois de finances publiques, mais aussi des chocs sur les conditions macroéconomiques qui affectent la soutenabilité de ces dettes. Pour voir comment les pays se comportent et quelle est aussi la hiérarchie entre les pays. Et ensuite, tout en dernier, on traitera le cas d'un pays qui, lui, pour le coup, n'est pas à dette élevée, c'est le cas de l'Allemagne, et qui présente quand même un intérêt tout particulier parce qu'il a une règle propre à elle inscrite dans sa constitution qui a des conséquences assez importantes pour l'évolution de sa dette, mais aussi pour l'orientation globale de la politique budgétaire agrégée en Europe. Et on verra à quel point le débat est d'actualité sur une éventuelle réforme de cette règle. Donc, je vais commencer en rappelant très rapidement l'origine des règles budgétaires dans l'Union économique et monétaire, sachant que si vous voulez savoir un peu plus sur ce sujet, on a une webconférence qui a déjà traité en profondeur le sujet et en amont de la réforme, donc, où on avait présenté du coup les différentes hypothèses de réforme et que vous pouvez trouver sur le site des études économiques dans l'onglet Avenir de l'Europe. Alors, les règles budgétaires sont inscrites dans le traité d'Amsterdam de 1997, ce qu'on appelle le pacte de stabilité et croissance, qui, en amont de la création de l'Union économique et monétaire, visait à consolider d'une certaine sorte les critères de convergence budgétaire qui avaient été forgés avec le traité de Maastricht de 1992 et visait à s'assurer en fait que les pays continuent, une fois rentrés dans l'union monétaire, à maintenir une certaine discipline budgétaire. Alors, je vous rappelle que dans l'union économique et monétaire, on a dévolué la politique monétaire à la Banque centrale européenne et on a retenu à niveau national les politiques budgétaires, mais qu'on les a contraintes par ces règles du fait des externalités assez fortes qui existent dans la conduite de la politique monétaire vis-à-vis des pays et des pays membres de l'Union. Donc, les règles sont fondées sur un objectif principal qui est inscrit par ailleurs dans les traités d'une façon un peu moins explicite, qui prévoit un principe de stabilité en fait des soldes publics. Et cet objectif de solde public est donc un solde proche de l'équilibre ou excédentaire sur le moyen terme.
On verra après ce que cela signifie, parce qu'au fur et à mesure, celui qui a un principe et un objectif exprimé comme ça de façon qualitative va être petit à petit défini de façon de plus en plus quantitative. On a une valeur de référence qui est 3% pour le ratio déficit-PIB, qui a un plafond en fait. Le déficit ne peut pas excéder cette limite. Par contre, dans le pacte de stabilité, à l'origine, le critère relatif à la dette, qui était présent dans le traité de Maastricht, une dette à 60% ou si supérieure, tendant suffisamment rapidement vers cette valeur, est absent. Est absent parce que en 97, on avait quand même 3 pays, Italie, Belgique et Grèce, qui présentaient une dette bien en-dessus de 60% déjà, et donc on n'a pas voulu inscrire un critère quantitatif relatif à la dette. Je vais rappeler seulement une chose, que déjà en 97, on avait prévu que l'évaluation du déficit excessif puisse prendre en compte le fait que le déficit public excède ou pas les dépenses publiques d'investissement. Et donc que, si un pays a un déficit très élevé parce qu'il fait beaucoup d'investissements publics, eh bien, il fallait quand même en tenir compte. Ce principe n'a pas été non plus quantifié et finalement n'a pas été activé jusqu'à un certain plus tardivement. Ces règles ont tenu jusqu'à ce que tout allait bien, mais dès la première crise macroéconomique, et notamment la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, on a vu une dégradation de la conjoncture qui s'est traduite par une dégradation des soldes publics. Et donc, des déficits qui ont fortement augmenté et une Commission européenne qui a demandé aux pays d'agir pour les corriger, notamment les 2 grands pays de la zone, l'Allemagne et la France, et à un moment où la croissance était très faible. Et donc, ces 2 pays s'y sont opposés, ont engagé un bras de fer avec la Commission qui a donné une première réforme en 2005, qui a rendu beaucoup plus strict en fait les critères dans le cadre préventif, dans le cadre de la surveillance initiale, c'est-à-dire que en définissant beaucoup plus précisément cette notion de solde équilibré dans le moyen terme, parce que on a défini que le solde corrigé des effets du cycle doit être en équilibre pour les pays fortement endettés. C'est-à-dire, on permet au déficit de se dégrader lorsque le cycle est mauvais, mais il doit s'améliorer lorsque le cycle s'améliore. Et donc, au milieu du cycle, sur une période de moyen terme, en fait, ce déficit doit se trouver en équilibre. Seulement les pays plus faiblement endettés pouvaient dégager un déficit structurel de 1% maximum. On a par contre assoupli le cadre répressif en permettant aux pays d'échapper en fait aux procédures de déficit excessif, non seulement qu'il y ait un cas de récession, mais aussi quand on avait une période prolongée de croissance positive mais faible. D'accord ? Et on a aussi allongé du coup les délais pour corriger ce déséquilibre. Là, naturellement, la grande crise économique et financière est passée par là et a demandé une révision nouvelle des règles, puisque les budgets se sont retrouvés naturellement abîmés à la fois par les politiques de relance pour faire face à la crise, par la dégradation de la conjoncture qui a dégradé les soldes publics et par le fait aussi que les dettes ont augmenté dans certains pays du fait de l'assistance qui a dû être portée au secteur financier. Et donc,
on a essayé d'éviter en fait les dérives qui par ailleurs avaient aussi pour certains pays été à l'origine de la crise, si on pense au cas grec, en durcissant les critères. Et notamment, on a rendu opérationnel et on a quantifié pour la première fois le critère de la dette avec une trajectoire stricte de réduction de l'écart entre le niveau de dette et la cible de 60% de 1/20 par an. On a durci aussi le cadre répressif et surtout, on a inscrit dans la Constitution l'interdiction d'un déficit structurel supérieur, cette fois-ci à 0,5, et en inscrivant aussi un mécanisme de correction automatique de ce déficit. Alors, ce durcissement des règles est intervenu à un moment où les États mettaient en commun des ressources pour répondre à l'instabilité financière, que ce soit en créant une action de prêteur en dernier ressort de la Banque centrale européenne avec le fameux whatever it takes de Draghi, en créant le mécanisme européen de stabilité, une institution d'assistance financière aux pays en crise, qui en échange donc demandait des règles plus strictes pour que ce volet en fait de coupe-circuit commun ne aille pas réduire en fait la discipline individuelle des pays. Naturellement, ces règles se sont vérifiées assez vite trop strictes et dès 2015, on a eu une interprétation de la part de la Commission européenne pour mieux prendre en compte les conditions macroéconomiques et notamment de croissance en modulant donc les ajustements budgétaires requis aussi en fonction du niveau de dette. Et donc on va se retrouver avec une complexité accrue qui n'est certes pas inscrite dans les traités, puisqu'elle fait l'objet uniquement d'une communication de la Commission, donc d'une interprétation, mais qui suit quand même un consensus politique au sein du Conseil et donc des pays membres, mais qui va davantage en fait complexifier des règles qui étaient déjà assez complexes par elles-mêmes. Et après ça, eh bien, on a en 2020 la crise de la Covid qui va creuser fortement les dettes publiques, à la fois par l'impact de la récession sur le volet conjoncturel cyclique du solde public, mais aussi par les politiques de relance qui sont mises en œuvre. Et donc, on se retrouve avec une nette remontée des dettes, avec plusieurs pays qui présentaient après la crise, une dette supérieure à 100% du PIB, et donc une difficulté à appliquer ces règles, notamment pour les pays à fort endettement, et notamment pour la partie relative à la contrainte sur la dette, de réduction d'un 20e de l'écart par rapport à 60%. Donc, bien que le pacte de stabilité ait été suspendu entre 2020 et 2023, on voit bien que même même après que la reprise post-Covid ait participer à une amélioration des comptes publics, eh bien, c'était quand même très difficile d'appliquer les règles telles qu'elles existaient. Et un exemple, vous le voyez dans le graphique de droite où on appliquait tout simplement la règle de la dette au cas de l'Italie, le pays a plus fort endettement au-delà de la Grèce. Et donc, on voit bien qu'une application stricte de cette règle aurait demandé des ajustements budgétaires, le maintien d'un excédent primaire supérieur à 4% du PIB, ce qui était extrêmement compliqué à faire.
Donc, un débat sur la réforme des règles s'est installé et on est arrivé avec une proposition de la Commission européenne qui est celle que vous voyez dans la partie centrale de cette slide. Donc, les valeurs de référence de Maastricht restent inchangées, c'est-à-dire le 3% pour le déficit et le 60% pour la dette restent toujours en vigueur. Okay. Si l'un de ces deux critères n'est pas respecté, eh bien la Commission va proposer au pays une trajectoire pluriannuelle de dépenses nettes, c'est-à-dire un plafond maximal en fait, de croissance de la dépense nette. Et ça va être le seul en fait, critère, la seule variable qui va être supervisée par la Commission. D'accord? Donc, on laisse tomber toutes les différentes variables qu'on supervisait auparavant et on essaie de simplifier avec une notion qui, d'ailleurs, est un peu plus parlante, parce qu'on peut identifier plus facilement la dépense nette, plutôt qu'un concept qui était celui du solde structurel corrigé de la conjoncture, qui n'est observable qu'ex post, qui est sujet à des fortes révisions en fonction de comment est estimé le cycle, et qui par ailleurs était entouré d'un grand débat sur des questions de méthode de calcul. Donc cette trajectoire pluriannuelle de la dépense est définie sur une période de 4 ans, une période d'ajustement qui est laissée au pays pour ramener le déficit à 3%, période qui peut être étendue à 7 ans en cas d'investissement public ou de réformes mises en œuvre par les pays qui peuvent augmenter sa croissance potentielle et améliorer la soutenabilité de ses finances publiques. L'objectif de cette trajectoire est de ramener à la fin de la période d'ajustement la dette sur une trajectoire descendante vers 60% sur les 10 ans qui suivent la période d'ajustement. Donc, avec cette règle, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de simplifier toute cette architecture, mais on voit bien qu'à la dernière minute, en fait, cet objectif de simplification va être un peu remis en question, parce que pour obtenir l'accord final des pays dits les plus frugaux, ces deux pays vont amener deux clauses de sauvegarde, c'est ce que vous voyez à la droite et à la gauche du bloc central. Et qui vont en fait rajouter en fait des contraintes à la fois sur le déficit et à la fois sur la trajectoire de réduction de la dette. Donc une clause de sauvegarde pour la résilience du déficit qui va demander un ajustement minimum annuel de 0,4 points. Si on est sur une trajectoire d'ajustement de 4 ans ou de 0,25 si on est à 7 ans, jusqu'à ce que le déficit structurel ne soit ramené à un niveau inférieur à 1,5% du PIB. Et pour les pays qui ont une dette supérieure à 60%, eh bien, il y a une clause de sauvegarde de soutenabilité de la dette qui demande une réduction annuelle moyenne de la dette de 0,5 points et réduction qui monte à 1 point pour les pays avec une dette supérieure à 90%. Donc vous voyez, on essaie de simplifier, mais finalement, à la dernière minute, on recomplexifie les règles. Et par ailleurs, ce qui va être contraignant, c'est la contrainte la plus stricte. Donc, entre les règles du bloc central et les clauses de sauvegarde, c'est ce qu'il y a de plus strict qui finalement va devoir être respecté. La logique initiale de superviser une trajectoire des dépenses nettes, alors quand on dit net, c'est hors recettes discrétionnaires, dépenses d'intérêt et chômage. Alors c'était aussi de regarder aux situations des pays en par an. Et donc,
comment est calculée cette trajectoire des dépenses nettes? Eh bien, tout simplement, la Commission européenne va calculer, va mener une analyse de soutenabilité sur la dette de chaque pays. Et donc, définir une trajectoire de la dette sur la base des politiques existantes, déterminer une trajectoire qui elle est soutenable, déterminer l'écart entre les deux et l'ajustement donc de déficit nécessaire, et à partir de l'ajustement de déficit nécessaire, et calculer une trajectoire maximale de cette dépense nette. D'accord? Donc on voit bien que cette trajectoire est individualisée pour chaque pays, et fonction de leur niveau de dette. Et l'idée est qu'étant quelque chose donc de moins tombé du haut, qui soit plus raisonné en fonction de la situation du pays, augmente aussi en fait la capacité d'appropriation par les pays. D'accord? Avec un instrument qui est celui de la maîtrise de la dépense nette, qui est aussi plus facilement visible et politiquement activable. Naturellement, la règle initiale de réduction d'un 20e de la différence entre le niveau de la dette et la cible de 60% n'est plus effective. Alors, pour les pays qui présentent une déviation par rapport aux critères, c'est-à-dire un déficit supérieur à 3%, ou pour les pays qui s'écartent de cette trajectoire d'ajustement, eh bien, on a des procédures qui s'ouvrent. Soit une procédure de déficit excessif, soit lorsque les déviations de la trajectoire des dépenses nettes sont supérieures à 0,3 par an, on va avoir une procédure pour dette excessive. Et donc là, l'ajustement demandé va être plus sévère parce qu'on va demander de réduire le déficit structurel de 0,5 en moyenne par an jusqu'à atteindre un déficit inférieur à 3%. Donc voilà ce que ça donne. La première application de ces nouvelles règles. On a donc 6 pays qui sont en procédure pour déficit excessif, 2 pays auxquels s'applique le critère de sauvegarde du déficit, puisqu'ils présentent un déficit structurel supérieur à 1,5, et 5 pays à qui s'applique la clause de sauvegarde de la dette, 2 de façon plus stricte, puisqu'ils ont une dette supérieure à 90%, et 3 qui ont une dette supérieure à 60%, mais inférieure à 90%. Voilà le cadre sur lequel, après, mes collègues vont vous parler, vont rentrer plus en détail dans les trajectoires budgétaires des pays et vous montrer aussi les exercices de stress test qu'on a fait en utilisant les mêmes critères qui sont ceux utilisés par la Commission européenne dans son analyse de soutenabilité des dettes. Merci Paola. Pardon. Merci Paola. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes très nombreux. Alors, dans la continuité de ce que vient de dire Paola, je pense qu'il est important, avant même de regarder la trajectoire future, de jeter un coup d'œil, un bref coup d'œil sur les événements passés, dans lesquels se sont aussi inscrits l'ensemble des réformes que Paola a citées, à travers un indicateur qui reste quand même le plus important, qui est la trajectoire des dettes. Et on voit bien que, en ce qui concerne les pays qu'on a dit les plus endettés, on a quand même inclus l'Allemagne, qui est le benchmark, ainsi que la moyenne de la zone euro. On voit bien que pour les pays tels que la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, voilà, on a une histoire longue de dette avec des événements qui sont assez marquants, qui ont constitué des paliers. À l'exception de l'Italie, qui a une histoire qui est particulière, en fait, avec une dette qui a été héritée avant même l'entrée au sein de la zone euro, et donc qui n'est pas liée finalement à des événements récents. Ce qu'on observe, c'est que plusieurs pays ont subi une augmentation de leur endettement public à travers les différentes crises. D'abord la crise financière de 2008, qui a été
fortement impactante. Alors ça l'a été pour le Portugal, mais aussi pour l'Espagne, avec des trajectoires de dette en nette hausse et une vraie fragilisation finalement des finances publiques pendant cette période. Une fragilisation et une vulnérabilité qui a été accentuée par la crise des dettes souveraines de 2010 à 2012. Déclenché par la Grèce, mais avec un effet de propagation sur l'ensemble des pays du Sud, avec des pays qui ont été attaqués, en tout cas des primes de risque extrêmement hautes, on va y revenir. Et enfin, le dernier épisode d'augmentation et de palier de dette a été celui de la dette Covid, qui a été plutôt homogène entre l'ensemble des pays et qui, en fait, était celui d'une réponse, alors pas coordonnée, mais homogène à l'arrêt de production pendant la période de pandémie, à l'arrêt de l'activité pendant la période de pandémie. Donc on voit bien qu'on a des histoires qui sont différentes, notamment en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, avec des impacts très forts des crises passées. C'est moins le cas pour la France et encore moins pour l'Allemagne, qui racontent en fait des histoires différentes. Ce sont aussi des pays qui sont perçus différemment depuis 2008, avec justement une perception du risque qui est assez marquée pour les pays du Sud, suite à l'épisode de la crise de la dette souveraine. Alors, ça a été le cas principalement pour le Portugal, qui a atteint des pics de taux d'intérêt, avec une vraie attaque sur le taux souverain portugais en 2010-2011, mais c'est aussi le cas de l'Espagne et de l'Italie, et une hiérarchie des risques qui s'est inscrite pendant très longtemps, sur les 15 dernières années, avec l'Italie étant le pays jugé le plus risqué du fait de son importante dette, mais aussi du fait de son instabilité politique. Et enfin, l'Espagne et le Portugal, qui sont aussi, en fait, qui ont été jugés risqués du fait de leur passé, et notamment de la crise de la dette souveraine en 2010-2012. Alors, cette appréciation du risque et cette histoire de la dette, dans un contexte de règles européennes qui est déjà inscrit, comme l'a décrit Paola, forcément, ça a eu des impacts en termes de consolidation budgétaire, qui a eu lieu bien avant la crise du Covid. Et c'est exactement ce qu'on peut voir sur ces trois graphiques. Alors, on met toujours l'Italie de côté parce que justement cette importante dette italienne implique de facto pour qu'en fait qu'il n'y ait pas d'effet d'emballement, que le pays conserve des excédents primaires importants pour stabiliser sa trajectoire de dette. Et alors ça a été le cas de 1995 jusqu'en 2020, avec un épisode de très fort de déficit de 2020 à 2023 qui s'explique en partie par la réponse au Covid, mais aussi par les mesures de super-bonus qui ont été absorbées depuis, et un retour normalement qui devrait aux excédents primaires qui devrait se faire. Pour ce qui est de l'Espagne et du Portugal, on est un peu dans une configuration qui est un peu différente. On observe une dégradation très forte des finances publiques sur cette période de 2008, 2012, 2014, et puis une phase d'amélioration, on va dire, des finances publiques, avec des barres bleues qui rétrécissent, on va dire, si on devait résumer les choses comme ça, des déficits primaires qui commencent à se résorber, voire à passer en excédent, comme c'est le cas au Portugal sur les dernières années. En ce qui concerne assez rapidement les trajectoires des gouvernements, ce que vous avez en zone grise, ce sont en fait les trajectoires qui sont inscrites dans le cadre des plans de relance. On voit bien que les pays, en fait, dans les trois pays, donc, dont l'Italie, qui est en procédure de déficit excessif, compte assez rapidement retrouver en fait leurs équilibres de finances publiques. Pour l'Italie, le gouvernement pense qu'il pourra passer en excédent primaire dès 2026, et pense pouvoir aussi réduire son déficit public sous la barre des 3% à partir de 2026 également. Pour ce qui est de l'Espagne, on est aussi sur une trajectoire avec un excédent primaire qui devrait apparaître dans l'année prochaine, cette année, 2025, et également une trajectoire de déficit public qui devrait passer sous la barre des 3% en 2025. Donc l'Espagne n'est pas soumise à une procédure de déficit excessif. En ce qui concerne le Portugal, on est déjà en excédent. Voilà, avec un déficit public largement supérieur à ce qui est celui des critères de Maastricht.
En ce qui concerne les trajectoires de dette publique, et là, je vais être assez rapide, puisque je vous en parlais très, très succinctement et je donnerai la parole à Marianne. Là, ce que je vous ai présenté, ce sont les trajectoires à long terme de dette publique des différents gouvernements qui ont été présentés, et on voit bien que donc dans les perspectives gouvernementales, on est quand même sur des trajectoires de réduction de la dette publique de manière assez marquée. C'est le cas de l'Italie qui pense pouvoir atteindre les 113% de dette publique en 2041, avec une légère inflexion sur les deux prochaines années du fait du superbonus. C'est également le cas de l'Espagne, avec une nette réduction de sa trajectoire de dette publique, qui espère atteindre 76% en 2041. Et enfin, en ce qui concerne le Portugal n'a pas présenté de trajectoire à 2041, mais elle a été calculée par la Commission européenne, et la Commission européenne estime que, dans toutes choses égales par ailleurs, le Portugal pourrait atteindre 64% de dette publique à l'horizon 2038. Voilà ce qui est pour les trajectoires publiques, des gouvernements. Merci Sophia. Donc sur la France, effectivement la France elle se situe dans une situation un peu particulière, puisque contrairement aux autres pays présentés précédemment par Sophia et notamment à l'Italie, la France, comme vous pouvez le voir avec le premier graphique, elle n'a pas été capable de dégager d'excédents primaires depuis le début des années 2000, c'est-à-dire d'excédents hors charge d'intérêt de la dette. Et le déficit public, il a été particulièrement élevé, non seulement pendant les périodes de crise, mais également en dehors, avec un déficit pour l'année 2023 qui s'élève à 5,5% du PIB. Du coup, la France, elle a été mise sous procédure de déficit excessif par la Commission européenne en 2024, comme l'Italie. En termes de trajectoire à moyen terme, la France a envoyé son plan structurel à moyen terme toute fin octobre 2024, donc c'était le gouvernement Barnier. Et ce plan, il prévoyait un ajustement assez important, avec un passage du déficit public sous les 3% du PIB en 2029. C'est évidemment quelque chose de très ambitieux, compte tenu du point de départ pour la France, puisqu'a priori, même si on n'a pas encore le chiffre exact, le déficit public, il devrait s'établir à environ 6% du PIB en 2024. Et dans ce plan à moyen terme, il y avait en particulier un ajustement plus important prévu pour la première année, c'est-à-dire pour 2025, avec le déficit public qui devait diminuer à 5% du PIB dans ce premier envoi à la Commission. Évidemment, depuis, il y a eu pas mal d'événements au niveau national sur le plan politique, avec en particulier la motion de censure qui a été votée contre le gouvernement Barnier. Et la France a donc demandé à modifier sa trajectoire avec une première marche donc, pour l'année 2025 qui est moins haute, en prévoyant une réduction du déficit public à 5,4% du PIB cette année. Et donc cette modification de la trajectoire pour 2025, elle a été approuvée par les ministres des Finances de l'Union européenne en début d'année. L'objectif, il reste à moyen terme d'avoir une réduction du déficit public sous les 3% à horizon 2029. Et donc évidemment, compte tenu du moindre ajustement prévu pour 2025, cela nécessitera évidemment des ajustements plus importants pour les années suivantes. Donc là, ce que vous avez sur les graphiques, c'est vraiment la trajectoire qui avait été envoyée à la Commission. Et donc depuis, il y a eu ce petit ajustement uniquement pour l'année 2025. Donc de notre côté, cette première marche pour 2025, même si elle est à 5,4% au lieu de 5% du PIB en termes de déficit, elle nous semble quand même difficilement atteignable, compte tenu de la loi de finances qui a été votée récemment, et également du contexte macroéconomique. Quoi qu'il en soit, l'ajustement proposé, il passera évidemment par une réduction du déficit primaire, avec une réduction en particulier du déficit structurel primaire et une évolution des dépenses primaires nettes qui conforme aux règles européennes. En tout cas, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. Actuellement, sur les environ 6% de déficit public en pourcentage du PIB, il y a 4% qui sont représentés par le déficit primaire et la charge de la dette, elle représente 2% du PIB. Donc évidemment, à l'avenir, la charge de la dette, elle ne va pas être amenée à diminuer, puisque on a une dette publique en France qui est très élevée, et au contraire, elle pourrait même légèrement augmenter.
La dette, elle s'établit en effet à 109,9% du PIB en 2023 et en 2024, elle devrait s'établir à environ 112,6% du PIB. Et sur les détails un peu plus spécifiques à la dette française, elle est détenue à 54% par des non-résidents. En 2024 d'après l'agence France Trésor et en fait c'est vrai surtout pour les bons du Trésor qui sont finalement des produits de financement de court terme qui sont détenus donc en majorité par des non-résidents, ce qui est moins vrai pour les obligations. La durée de vie moyenne de la dette, elle est de 8 ans et demi en France, ce qui est beaucoup, et ce qui permet d'atténuer un peu les chocs de taux à court terme pour la dette française. L'agence France Trésor, elle gère très bien la trésorerie et la dette de l'État. Et la dette française, elle n'a pas de mal à trouver preneur. On peut prendre par exemple la première syndication de l'année qui a eu lieu en janvier et qui a attiré une demande 13 fois supérieure au montant proposé par l'AFT. Je vais maintenant vous présenter notre scénario central à horizon 2030 pour les pays les plus endettés. Donc tout d'abord, en termes d'hypothèses, nos hypothèses de finances publiques, elles se basent sur nos propres prévisions à horizon 2026, auxquelles on applique ensuite sur le reste de l'horizon de projection les ajustements qui ont été proposés par les États, donc à partir de ce niveau 2026 qui est le nôtre. En tout état de cause, à horizon 2026, nos prévisions de croissance et d'inflation, elles sont plutôt moins élevées que celles des gouvernements. Et les prévisions de finances publiques, elles intègrent également notre évaluation des mesures budgétaires, ce qui fait des prévisions de finances publiques un peu moins favorables, un peu moins optimistes. Et du côté des taux, on utilise également nos hypothèses de taux. Avec à horizon donc 2026 des spreads vis-à-vis du swap, qui est le véritable taux sans risque, qui serait relativement constant. Mais en revanche, on aurait une baisse des spreads des pays les plus endettés vis-à-vis du Bund allemand, en raison d'une recherche de rentabilité des investisseurs. Donc si on regarde un peu les résultats de ce scénario central, on peut voir qu'en termes de solde public, hormis le Portugal qui se dégage un peu des autres pays puisqu'il est déjà en excédent, il dégage déjà un excédent, l'essentiel de l'ajustement pour les pays, il se fait en 2024 et 2025, évidemment à l'exception de la France qui du coup se démarque négativement puisque vous pouvez voir on a une nouvelle dégradation en 2024 et on pense nous qu'il y aurait un ajustement seulement faible en 2025 et donc l'essentiel de l'ajustement il se ferait plutôt par la suite. L'Italie, elle, voit son déficit diminuer sous les 3% du PIB en 2029, tandis que la France franchit ce seuil seulement en 2030. Dans nos projections. Pour l'Espagne, le déficit, il serait déjà à 3% du PIB en 2024. En termes d'impulsion budgétaire, globalement, elle est en moyenne négative sur la période pour tous les pays. Et ce davantage pour l'Italie, dans une moindre mesure pour la France ou encore l'Espagne. Et par contre, l'impulsion budgétaire, elle est à peine positive au Portugal sur l'horizon de projection en moyenne. Et si on regarde les dettes publiques, on peut voir que pour l'Italie, le ratio, il augmente à horizon 2027, enfin jusqu'en 2027 donc, un maximum de plus de 140% du PIB. Et en France, il augmente jusqu'en 2028 à plus de 119% du PIB. Et ensuite, pour ces deux pays, il reflue légèrement, mais il reste très élevé, puisque ce ratio, il restera plus élevé en 2030 qu'il ne l'était en 2023 pour ces deux pays, puisqu'il atteindrait 137% du PIB en Italie et 118% du PIB environ en France. En revanche, sur les autres pays, l'Espagne et le Portugal, on a bien une réduction sur tout l'horizon de prévision de la dette publique. Donc je parlais de la France et l'Italie qui se dégageaient avec une dette qui continuerait d'augmenter pendant encore un moment avant de refluer seulement légèrement. Mais en fait, les facteurs derrière cette évolution pour les deux pays ne sont pas les mêmes. Donc si on regarde un peu plus en détail ces facteurs, vous avez la formule d'évolution du ratio de dette et vous pouvez voir qu'il y a deux facteurs qui entrent en ligne de compte. Un effet boule de neige qui est celui qui est encadré en bleu canard et également évidemment l'effet du solde public primaire.
Donc, sur le premier facteur, qui est l'effet boule de neige, on a en particulier le niveau de la dette, le ratio de dette en niveau qui joue, mais on a également R-G, c'est-à-dire l'écart critique, qui joue fortement sur l'évolution de la dette. Donc en fait, c'est la différence entre le taux d'intérêt apparent sur la dette et le taux de croissance du PIB nominal. Et vous pouvez voir que celui-ci, en fait, il a un effet haussier sur la dette quand il est positif et un effet plutôt baissier sur la dette quand il est négatif. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cet écart critique, il est positif à partir de 2024 pour l'Italie. Ce qui veut donc dire que l'Italie, elle va faire face à des conditions macroéconomiques plutôt défavorables au contrôle de sa dette. À l'inverse des autres pays, comme vous pouvez le voir, qui, eux, continuent de bénéficier de conditions macroéconomiques favorables, avec un écart critique négatif sur tout l'horizon de prévision, et ce, y compris pour des pays comme la France. Mais on peut voir quand même que cet écart critique, même s'il reste négatif, il est bien inférieur pour ces pays à ce qu'il a été sur la période de 2021 à 2024, et donc il va quand même un peu moins aider ces États désormais à la réduction du ratio de dette publique. Si on regarde le solde primaire dans notre scénario central, on peut voir que la France, elle se démarque négativement, encore une fois, puisque non seulement, comme je l'ai déjà dit, elle n'a jamais dégagé d'excédent primaire depuis donc l'horizon présenté, c'est-à-dire 2005, mais le solde primaire, il resterait négatif jusqu'en 2030. Enfin, en 2030, il deviendrait très légèrement positif, mais globalement, avant, il resterait négatif. Et ce, malgré la consolidation prévue. Donc finalement, c'est vraiment là qu'est le véritable problème français, sur ce solde primaire, avec un déficit primaire qui est toujours présent et qu'il sera difficile de contrôler, mais c'est nécessaire. En revanche, on peut voir qu'il y a quand même un redressement dans l'ensemble du solde primaire dans l'ensemble des pays. Sauf évidemment peut-être pour le Portugal, qui est dans une situation un peu spécifique, puisque lui, il dégage déjà des excédents. L'Italie, pour sa part, elle dégagerait un excédent primaire dès 2024 et l'Espagne dès 2028. Je vais laisser la parole à Sophia pour les premiers résultats de nos stress souverains. Merci. Alors, en ce qui concerne nos stress souverains, donc on a élaboré en fait 4 exercices de stress différents. Je vous ai présenté les 2 premiers. Le premier est un scénario de stress adverse sur l'évolution du déficit. Enfin, les 2 premiers concernent l'évolution du déficit. Le premier, en fait, c'est un exercice intellectuel où on stabilise le solde primaire à sa moyenne historique, et on regarde la trajectoire de la dette qui suit. Et le second, que je vais présenter juste après, c'est un ajustement moitié moins important que ce qui a été prévu dans les plans à moyen terme. Alors, si on stabilise le solde primaire à sa moyenne historique, donc finalement, si on reprend les vieilles habitudes pour la plupart des pays, on observe en fait que globalement, les pays tels que le Portugal et l'Espagne, qui avaient des excédents, enfin qui avaient des déficits primaires assez importants sur les 12 dernières années, s'ils devaient revenir à ces niveaux de déficit primaire, enregistreraient une inflexion en fait de leur trajectoire de dette publique. C'est également le cas de la France. Dans une moindre mesure par rapport au Portugal. Et en fait, en ce qui concerne l'Italie, on va dire que ces historiques d'excédents primaires continueront à jouer favorablement, ou joueront plutôt comme un stabilisateur en fait de la trajectoire de la dette publique, en fait, qui bouge très peu, mais qui ne bouge pas en raison, en fait, ce n'est pas le principal moteur de la dette italienne, le solde primaire. C'est, comme l'a dit plutôt Marianne, la question de la croissance qui est extrêmement importante, et la question aussi du financement et du service de la dette qui contraint énormément les finances publiques. Alors, en ce qui concerne le deuxième scénario, l'exercice a été le suivant, c'est que nous avons considéré que l'effort qui était envisagé en termes de rééquilibrage des soldes primaires était divisé de moitié. Et on voit que si on
on réduit de moitié la trajectoire des soldes primaires. On a deux catégories de pays qui se profilent. D'un côté, l'Espagne et le Portugal, où finalement cela aura peu d'impact, parce qu'une partie de la consolidation budgétaire a été faite par le passé. C'est ce qu'on avait présenté au tout début. Et en ce qui concerne la France et l'Italie, on est plutôt sur une tendance haussière, on va dire, de la dette publique si on devait réduire l'ajustement budgétaire par rapport à ce qui est envisagé. Donc finalement, des trajectoires de dette publique qui pourraient repartir à la hausse si les efforts ne sont pas faits de la part des pays. Et je te passe la parole, Marianne. Oui, tout à fait. Donc sur la suite des stress, on a envisagé également 2 scénarios défavorables sur les conditions macroéconomiques, avec donc des effets adverses sur l'écart critique. Le premier, c'est un scénario presque stagflationniste, avec un taux de croissance qui serait amputé de 0,5% par rapport au scénario central, et des taux d'intérêt de marché qui seraient supérieurs de 50 points de base, à la fois sur les taux courts et les taux longs, par rapport au scénario central. Et on aurait également un écartement modéré des primes de risque. Donc ce qu'on peut voir dans ce stress souverain, c'est que l'écart critique qui était négatif, il se réduit en France, en Espagne et au Portugal. Donc il aide moins ces États à faire diminuer leur ratio de dette. Et l'effet boule de neige négatif, oui, donc c'est ça, l'effet boule de neige négatif qui contribue à la réduction de la dette dans ces pays, dans le scénario central, ne joue plus. Cet effet il s'annule presque pour le Portugal et il devient même l'effet inverse dans le cas de la France et de l'Espagne. Au Portugal, l'excédent primaire il permet quand même une réduction du ratio de dette publique. En Espagne, le ratio de dette publique il se stabilise à peu près et il augmente en France et en Italie par rapport au scénario central. En Italie, l'effet boule de neige, il est plus important que dans le scénario central, et l'excédent primaire, il n'arrive donc plus à le compenser, et ce jusqu'en 2030. Si on regarde un peu les résultats de notre second stress sur les conditions macroéconomiques, c'est un stress financier temporaire, avec une remontée immédiate des taux d'intérêt courts et longs de 100 points de base, ce qui engendre un effet négatif de confiance sur les souverains européens, avec un écartement des primes de risque par rapport au central. Et cet écartement par rapport au central, il est basé sur l'écart des dettes au ratio de 90% du PIB. Et forcément, donc, l'Italie est plus affectée compte tenu du niveau de sa dette. Les primes de risque, elles se compriment au bout de 2 ans, donc ce stress financier il est vraiment temporaire, mais elle reste toutefois supérieure au scénario central, même sur le reste de l'horizon de prévision. Et ce qu'on peut constater dans ce scénario de stress, c'est que les trajectoires de dette, elles s'écartent par rapport au scénario central, puisque ce scénario, il retarde et limite la baisse des ratios de dette, avec une intégration progressive de la hausse des taux de 2025 dans les charges d'intérêt. Cependant, il n'y a pas non plus de situation explosive avec une dette, donc un ratio de dette qui exploserait. Pour terminer, je vais laisser la parole à Sophia sur la synthèse. Merci beaucoup. Alors, si on devait conclure, finalement, on se rend compte que dans le cas de la France, on a une dette qui devrait repartir à la hausse si rien ne change, rien ne se fait. Donc, sans ajustement budgétaire, finalement, on est quand même dans un profil qui est globalement défavorable, puisque l'ensemble des scénarios qui concernent les finances publiques, donc le solde historique et le solde bas, impactent négativement. En ce qui concerne l'Italie, en fait, on va dire, pêche par manque de croissance. Effectivement, l'impact du ralentissement de l'activité, mais même à moyen terme, avec des trajectoires de croissance qui sont peu favorables, même de la part du gouvernement d'ailleurs, effectivement pèse sur la capacité à pouvoir en fait maintenir une trajectoire de dette stable, en tout cas pas en augmentation, ça on le voit. Et aussi, ce que démontrent ces stress, c'est la nécessité d'un ajustement budgétaire
budgétaire dans un pays qui avait certes l'habitude de faire des ajustements budgétaires, mais qui devrait redoubler d'efforts pour le faire. Et enfin, on a les deux pays qui se démarquent. L'Espagne, gare aux vieilles habitudes, c'est un peu le nom que j'ai donné à ce graphique. L'idée, c'est que le seul, finalement, scénario où on a une déviation de la trajectoire de la dette publique est celui d'un retour à un solde historique, ce qui n'est pas le cas. Et pour ce qui est du Portugal, on est plutôt dans la configuration du bon élève de la zone euro, avec une vraie consolidation budgétaire qui a été mise en place et qui a été faite. Et je vais en profiter rapidement pour répondre, parce que la question a été aussi posée. Aussi bien l'Espagne que le Portugal ont entamé leur consolidation budgétaire avant la crise Covid. Pour ce qui est du Portugal, le gouvernement Costa, sur les 3 ou 4 dernières années, a vraiment optimiser la dépense publique, notamment avec une meilleure gestion des dépenses courantes de la part de l'État, une réforme du système de santé. Pour ce qui est de la collecte et de la recette, un élargissement de la base fiscale, de l'assiette fiscale, pardon. Certains investissements qui ont été faits dans le tourisme et qui aussi ont permis, via des effets de croissance, d'améliorer la situation des finances publiques. Donc effectivement, en fait, le Portugal a vraiment s'est inscrit en fait dans une transformation structurelle de ses finances publiques lors des 4-5 dernières années, et on voit les effets de cet assainissement. Pour ce qui est de l'Espagne, le même type de réformes ont été mises en place, avec une réforme du marché du travail, également une meilleure revue en fait des dépenses courantes de la part de l'État, une optimisation des dépenses courantes, de façon à pouvoir en fait stabiliser et réduire les dépenses publiques dans les finances publiques, et donc permettre une meilleure consolidation budgétaire. Et ces efforts tendent à payer, finalement, est-ce que la hiérarchie change? C'est la vraie question. Ce sont les marchés qui évaluent les primes de risque. Et ce qu'on a observé sur les derniers mois, en tout cas sur les 6 à 8 derniers mois, c'est qu'on a un début de changement de hiérarchie qui commence à s'opérer. Et finalement, ce qui est clair comme de l'eau de roche sur les graphiques qu'on vous a montrés commence aussi à être attesté par le marché. Alors c'est le cas, on voit bien qu'on a un aplatissement en fait des primes de risque par rapport au Bund allemand. C'est le cas de l'Italie, où finalement le gouvernement Meloni est quand même globalement bien perçu dans sa capacité à pouvoir gérer les finances publiques du pays malgré un niveau de dette important. Et deux faits nouveaux. Le premier, c'est après les épisodes de dette souveraine, on se retrouve dans la configuration où le spread portugais passe sous celui de la France, il y a 6 mois, et c'est autour du cas de l'Espagne de passer sous le spread de la France, avec sur les derniers mois, la dernière semaine, un changement de hiérarchie, avec l'Italie qui reste le pays le plus risqué de la zone euro dans cette configuration-là, suivi de la France, et enfin de l'Espagne et du Portugal, avec des primes de risque qui se resserrent de manière assez significative. Ça se voit aussi sur les notations souveraines. Alors la France continue à avoir le meilleur rating de l'ensemble de ce groupe, malgré les récents downgrades de l'année dernière, Standard & Poor's et Moody's et Fitch aussi en 2023, mais malgré, et en plus des perspectives qui sont négatives, voire stable en ce qui concerne par rapport au Portugal et aussi à l'Espagne. Au Portugal qui a plutôt lui enregistrer une phase en fait de remontée de ces notations souveraines, voire même des super upgrades. C'est le cas de Moody's qui a remonté la note de 2 notch en 2023. L'Espagne aussi a vu sa notation s'améliorer en 2018-2019, étant donné que ses efforts ont payé, et l'Italie reste dans un marasme depuis 2018. Voilà. Désolée. On passe à la suite. À l'Allemagne, parce que ça intéresse. Pays.
benchmark, l'élève modèle, et on va voir pourquoi on se pose du coup la question de l'Allemagne. Dans le graphique de gauche, vous avez l'évolution de la dette allemande sur PIB. On voit qu'on part d'un niveau historiquement faible de la dette, qui a pas mal gonflé avec la grande crise économique et financière, en passant de 60 à 80% du PIB, mais qu'ensuite, on a une réduction assez rapide qui la ramène sur les niveaux d'avant-crise. Elle réaugmente après la crise de la Covid, mais elle se réduit assez rapidement ensuite. Alors, la raison de cette performance, c'est le fait qu'en Allemagne, on a une règle plus stricte en fait que les règles européenne, qui est inscrite depuis 2009 dans la Constitution et qui demande à l'Allemagne d'avoir un déficit structurel maximum de 0,35 points de PIB. Ce qui est donc beaucoup plus strict que le 1,5 qui est demandé par les règles européennes. Donc cette règle naturellement a été suspendue pendant la phase de la Covid et doit se réappliquer, ce qui commence à poser des problèmes. On verra pourquoi. Mais d'abord, ce qu'on va dire, c'est que cette règle est naturellement plus stricte que les règles européennes et est peut-être plus stricte que nécessaire pour assurer la soutenabilité, parce que si on l'attend à l'infini, hein, là on s'est arrêté en 2040, mais on voit bien qu'elle va faire baisser la dette bien en deçà de 60% du PIB. Alors, quelles sont les conséquences aussi d'avoir une règle si stricte? On voit bien que là où on va réduire la dépense, hein, c'est plus facile de réduire la dépense d'investissement que les dépenses courantes qui sont plus difficilement compressibles. Et on voit bien que dans le cas de l'Allemagne, on a un déficit d'investissement public hein, qui la place en tant que vraie lanterne rouge de l'investissement public dans la zone euro. Et avec une problématique d'infrastructure publique qui commence à devenir assez pressant, des besoins importants d'investissement dans la décarbonation de son industrie et donc des besoins importants, en fait, des défis importants en termes d'investissement qui sont peut-être pas possible d'être réglé par la présence de cette règle un peu trop stricte. Et on voit bien que le gouvernement s'est bien rendu compte de cela et que depuis 2019, on a beaucoup de créativité financière qui est mise en place justement pour pallier à ce problème-là et que beaucoup de dépenses d'investissement en fait sont mises hors bilan de sorte à qu'elles ne soient pas soumises à la règle de la dette. Et notamment, on a créé plusieurs fonds hein, en dehors du budget fédéral. On en a créé un pour la grande crise économique et financière, on en a créé un pour la crise de la Covid, on a créé un pour la crise de l'énergie, on en a créé un pour financer les doubles transitions, on en a créé un nouveau pour financer les nouvelles dépenses de la défense et la Bundeswehr. Et on voit que quand on les somme, tous ces fonds représentent presque 15% de la dette centrale qui n'est pas soumise en fait à cette règle publique. Donc on a une règle très stricte, mais on trouve quand même beaucoup de moyens de la détourner par ces fonds. Au point que la Cour constitutionnelle allemande est intervenue et a décrété qu'il est plus possible d'utiliser en fait les fonds inutilisés d'un fonds pour les réallouer à d'autres fonds et à d'autres types de dépenses, ce qui était continuellement fait, notamment avec les fonds inutilisés de la crise de la Covid. Et donc aujourd'hui, avec cette décision de la Cour fédérale allemande, se pose la question de comment financer cet investissement qui auparavant était financé par cette ingénierie financière. Et c'est pour ça que le débat sur une réforme de cette règle, qui a été tabou pendant plusieurs années,
refait surface, on voit des changements de position. On sait que le SPD et les Verts étaient historiquement plutôt favorables. On a eu une ouverture de la part de Merz, même si on est en phase de campagne électorale et du coup c'est devenu un peu plus fulu sur la période récente en faveur d'une réforme. On a eu même le gouverneur de la Bundesbank qui s'est prononcé en faveur de au moins laisser plus de marge conjoncturelle dans l'opération de cette règle. Et surtout, on a eu le Conseil des sages allemands qui conseille justement le gouvernement et qui ne peut pas être taché en fait d'indiscipline, de favoriser en fait l'indiscipline budgétaire, qui a présenté un projet de réforme qui a du sens parce que ça rapproche en fait la règle nationale avec les règles européennes, notamment en permettant une modulation en fonction du niveau de la dette. Donc, on a la règle actuelle qui dit qu'indépendamment du niveau de dette, on a un déficit structurel maximum de 0,35 points de PIB. Et la proposition du Conseil des sages qui dit on garde cette règle lorsque la dette est supérieure à 90%. Lorsque la dette est inférieure à 90%, mais supérieure à 60%, on permet de faire un peu plus de déficit, 0,5. Et si la dette tombe en deçà de 60%, eh bien là, on peut faire davantage de déficit et le faire monter jusqu'à 1%, qui est toujours un peu moins que ce que les règles européennes permettent. Et donc, avec l'idée de laisser un peu plus de marge de manœuvre au gouvernement. Et là, ce qu'on voit, c'est que même avec si on applique cette proposition de dette, on a une trajectoire de dette qui continue de diminuer. Et qui ramène la dette à l'horizon 2040 à un niveau inférieur à 60%. Donc voilà, on va laisser un peu plus de marge de manœuvre, on n'abandonne pas nécessairement la stabilité et on peut permettre au contraire, pouvoir financer un peu plus aisément des dépenses d'investissement ou des dépenses aussi de protection sociale qui sont nécessaires avec le vieillissement de la population allemande. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. On verra ce que les élections allemandes vont donner. Si c'est une coalition CDU-SPD qui arrive à avoir une discrète majorité, peut-être que cette réforme pourra effectivement être mise en place, notamment si les libéraux du FDP qui y sont fortement opposés sortent du Parlement et ne franchissent pas le seuil de 5%. Mais cela peut effectivement redonner un peu plus d'oxygène à l'économie et à la croissance allemande. Donc, sur cela, on a terminé notre présentation, on a été un peu longue. On va il y a plusieurs questions, on va quand même en prendre quelques-unes. Je vais en prendre une première de Paul, justement, pour faire le lien avec ce que je viens de dire. Quelles conséquences sur les taux d'une dette allemande plus élevée? Alors, plus d'émissions de dette allemande, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme conséquence sur les rendements des autres, en fait, pays? Eh bien, il y a une étude intéressante du mécanisme européen de stabilité qui a étudié la question en regardant en fait ce qui s'est passé sur le passé et ce qu'il en ressort en fait c'est qu'une plus forte offre de dette allemande va naturellement augmenter le rendement de la dette allemande, mais elle va aussi se propager de façon presque unitaire devrait se propager d'une façon presque unitaire aux autres souverains qui aujourd'hui présentent des rendements inférieurs au taux sans risque, au swap, qui est en fait l'instrument de taux sans risque européen, mais qui aurait en fait
un impact beaucoup moins important sur les pays qui présentent un rendement supérieur à ce taux sans risque et donc aux pays avec une dette plus élevée. Donc ça serait plutôt des Pays-Bas, Autriche ou Finlande qui pourraient être éventuellement affectés et subir un renchérissement en fait de leur rendement plutôt que les pays de la périphérie selon cette étude. Alors ce qu'on a vu récemment, on a vu une remontée du rendement allemand qui historiquement a été toujours inférieur au taux sans risque européen, au taux de swap, et qui a rejoint ce taux de swap. Mais cette hausse de ce rendement allemand, effectivement, n'a pas affecté le rendement des autres souverains, notamment les plus endettés. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la prime de risque italienne, française, espagnole ou portugaise s'est maintenue par rapport à ce taux de swap, tandis qu'elle s'est légèrement comprimée par rapport au Bund. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Hein. Ce n'est qu'une étude. Elle est sérieuse, mais voilà, on verra ce qu'il en sera. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme question? Certaines, on a plus ou moins répondu, on a répondu à pas mal de questions. Comment expliquer la situation du Portugal? Tu l'as dit bien en détail. Expliqué. Comment est perçue la crédibilité des engagements des trajectoires des finances publiques françaises? 16. Oui, on l'a vu dans la réaction des agences. Les downgrades sont arrivés. Voilà. Les primes de risque se sont tendues. Et donc le marché a cette perception que ça va être difficile. En tout cas, ça c'est un ajustement qui sera de facto difficile, vu le niveau de départ. Ça s'est vu sur le spread aussi. Ça s'est vu sur le spread, voilà. Je pense que oui, on a répondu à... Peut-être je vais prendre une parce que ça me permet de préciser quelque chose sur les règles budgétaires. Quelles sont les conséquences des règles budgétaires sur les activités du groupe Crédit Agricole? Je vais y répondre de cette façon. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles règles budgétaires à la fois sur les trajectoires de finances publiques et aussi sur la croissance européenne? Alors, l'objectif de ces règles budgétaires, c'était justement de les rendre, de permettre aux pays qui font un effort en termes d'investissement et en termes de réforme qui peut avoir un impact positif sur la croissance potentielle et sur la soutenabilité de dette, d'avoir des trajectoires d'ajustement un peu plus longues. D'accord? Et donc, parce que souvent, la mise en place, notamment de certaines réformes, peut avoir des coûts. D'accord, peut avoir des coûts même en termes sociaux immédiatement, et donc de pouvoir relâcher un peu la politique d'austérité lorsque ces mesures sont mises en place. Donc cela contribue, comme je l'ai dit, à une meilleure appropriation de la part des pays, et ça peut peut-être aussi avoir un impact plus positif sur la croissance, notamment si ces trajectoires qui sont plus individualisées, plus conformes en fait à la situation macroéconomique, mais aussi financière, budgétaire du pays, peuvent permettre une moindre restriction à un moment où cela est plus problématique pour la croissance. Et inciter justement aussi à mettre en place ce type de politiques qui peuvent être positives pour la croissance. Donc il y a là effectivement un enjeu de ce type dans ces nouvelles règles. Alors, combien de pays de la zone euro respectent le ratio de 3%? On vous a montré le tableau où il y avait les pays qui étaient... Tous ceux qui ne sont pas en procédure de déficit excessif. Tous ceux qui ne sont pas en rouge, dans le tableau qu'on vous a montré à la fin de la partie sur les règles, respectent déjà, en fait, le critère de 3%. Je pense que vu le temps, on va s'arrêter là. Et on vous remercie de votre attention, de vous être connectés si nombreux.
Oui, merci. On vous rappelle que vous allez recevoir, comme d'habitude, un questionnaire et que vous recevrez également le support de notre présentation et le replay dans un prochain mail. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et à très bientôt.